Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce webinaire. On va laisser tranquillement les participants se connecter. Puis, je mets en place certains petits détails logistiques. Hmm, Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel santé et aide et récupération et paix. On va parler de justice climatique, évidemment. Puis ça va être un dialogue, à mon avis, passionnant. Je vais laisser notre animateur, par la suite, présenter nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a quand même longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles on se rencontre virtuellement, certes, mais aujourd'hui. Euh, je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre dans de bonnes conditions pour participer à cet échange. Un petit contexte de l'événement. Nous souhaitons quand même remercier nos commanditaires et nos organismes partenaires des Dialogues pour le climat qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les Dialogues pour le climat, je le rappelle, sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP. Et là, c'est la COP 28, évidemment. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP, mais aussi sur des enjeux environnementaux et climatiques québécois et canadiens. Donc, c'est dans ce cadre qu'on se rencontre. Les dialogues pour le climat, ils ont aussi pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales et de mobiliser la société civile autour des COP. Donc, on est vraiment ravis de vous rencontrer aujourd'hui puis de vous avoir parmi nous. Et pour accéder à l'ensemble de la programmation, vous pouvez retrouver le lien qui sera mis dans le chat juste maintenant, normalement. Je tiens juste à vous mentionner quelques petites choses pour le déroulement de ce panel. Ce panel est enregistré, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que vous ouvrez votre caméra ou que vous parlez, n'hésitez pas à couper votre micro lors de la période de questions ou couper votre caméra, en tout cas, gardez ça en tête. Lors de la période de questions, comment est-ce que ça va fonctionner les questions? C'est que les questions vont être posées dans le chat tout au long du panel, puis on y répondra évidemment à la fin de notre panel et des présentations de nos panélistes. Donc, sans plus tarder, je vous présente votre animateur, Charles Bonhomme, qui est responsable des affaires publiques et communication de la Fondation David Suzuki. Bonjour Charles. Bonjour, merci beaucoup Marie. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous pour discuter de justice climatique. Avant de se lancer dans le vif du sujet, permettez-moi d'apporter un peu de contexte qui sera pas exhaustif, mais quand même qui va nous aider avant d'amorcer la discussion avec nos panélistes. Donc, euh, on le sait, les changements climatiques ont été qualifiés de plus graves menaces à la santé du monde au 21e siècle. Les changements climatiques engendrent des enjeux de santé publique majeurs en mettant en péril notre capacité à satisfaire nos besoins essentiels, que ce soit l'air que nous respirons, la nourriture que nous consommons, en passant par les abris qui nous protègent. Donc, à l'échelle mondiale, ce sont malheureusement majoritairement les femmes et les enfants qui subissent en premier les répercussions de ces changements climatiques. Par exemple, au Québec, en 2023, les communautés autochtones ont été particulièrement touchées par les incendies de forêt. Il est donc indéniable que face au changement climatique, qu'on voit que les vulnérabilités, en fait, varient d'une personne à l'autre, ce qui est donc révélateur d'iniquité. Il est donc pas surprenant de voir que cette année à la COP 28, la santé doit et soit au cœur des préoccupations et négociations internationales.
Alors, aujourd'hui, en compagnie d'experts et d'expertes en santé et en aide internationale, on va se pencher sur les impacts des changements climatiques sur la santé des communautés, tout en parlant de concepts de justice, de dette climatique au travers des démarches entreprises par les gouvernements et les programmes d'aide internationale. Alors, pour discuter de ces questions, on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Naolo Charles, directeur des programmes à la Fondation McConnell et fondateur de la Black Environmental Initiative. Bonjour Naolo. Bonjour, bonjour Charles. Nous avons également le privilège d'avoir avec nous Patricia Clermont, qui est coordonnatrice à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, AQME. Bonjour Patricia. Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Nous avons également avec nous Laura Fortin, qui est chargée de programme chez Oxfam Québec. Donc, bonjour Laura. Bonjour Charles et bonjour Et, tout le monde. et enfin, nous avons Geneviève Talbot, donc chargée de programme en Afrique chez Souco. Bonjour Geneviève. Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Alors encore une fois, merci d'avoir accepté, notre invitation. On est bien content de vous avoir pour parler de justice climatique aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, brisons la glace avec une question pour Patricia. Donc, quand on parle d'enjeux de santé, quels sont ces enjeux qui découlent des changements climatiques à l'échelle locale et internationale? En fait, tu parlais de concept, mais moi, je vais en mettre un d'emblée avec lequel on travaille beaucoup, puis en soulignant aussi que l'ACME fait partie de l'ACME canadienne, c'est-à-dire l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, aussi connue en anglais sous CAPE. Alors, ce concept-là, c'est celui de santé planétaire. Et c'est simplement, très grossièrement, en fait, je dirais, c'est une perspective où est-ce qu'on envisage la santé humaine comme étant intrinsèquement liée à la santé écosystémique, la santé environnementale. Et par exemple, parmi les enjeux qui découlent, tu en as nommé, là, les changements climatiques provoquent notamment plus d'événements extrêmes, que ce soit du côté du chaud ou du froid. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est le manque de préparation dans la majorité des pays, je dirais, aux canicules qui sont plus extrêmes et plus fréquentes. Il y a aussi le fait que la pollution va souvent de pair avec des impacts immédiats chez des populations vulnérables. Alors, quand on regarde le cumul des effets sur la santé, ça devient rapidement exponentielle, en fait. Et c'est des questions qui informent, puis des fois, ce n'est pas toujours tangible pour les gens, mais ça a d'énormes coûts pour les systèmes de santé à travers le monde aussi. Mais donc, je dirais que non seulement les canicules, mais je disais aussi les inondations, les froids extrêmes, mais aussi les problèmes qui vont de pair avec ça. Par exemple, les canicules provoquent une plus grande fréquence des problèmes respiratoires, une chronicité aussi. Puis quand on parle des populations vulnérables, il ne faut pas oublier aussi que des fois, les populations vulnérables, on peut les envisager en tant que populations éloignées qui sont comme un petit peu prises dans un certain contexte. Alors, les travailleurs, les travailleuses, de plus en plus, ce sont des populations qu'on prend aussi comme des populations vulnérables. Merci beaucoup, Patricia. Ça met la table pour la suite de la discussion. D'ailleurs, par rapport on parle du système de santé, on parle des impacts des changements climatiques sur la santé des gens, mais également sur le système de santé. Donc, ça m'amène à poser la question, c'est quoi le rôle du système de santé dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, que ce soit ici au Québec, au Canada, comme à l'international? Bien, une des choses qui amène beaucoup de médecins de plus en plus à l'ACME, puis d'ailleurs, on a fondé il y a à peu près maintenant un peu plus de 6 mois une communauté de pratique des éco-CMDP. Ça, c'est les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens qu'on veut qui se veulent les plus écologistes, puis qu'on voudrait voir se propager, s'organiser à l'échelle du Québec. C'est que si on considère les systèmes de santé, par exemple, si on les considérait comme en tant que pays, en fait, il serait le 5e pays le plus pollueur, pardon, je m'excuse. Alors, les médecins qui s'engagent dans ces pratiques-là, dans ces communautés de pratiques-là, ce qu'ils veulent souvent, c'est changer des pratiques médicales en tenant compte des enjeux d'approvisionnement, d'utilisation et de gestion de matières résiduelles qui font en sorte que les systèmes de santé, s'ils étaient un pays,
ce serait le 5e pays le plus pollueur. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument pas tangible, non seulement évidemment pour les gens et les médias, mais pour les politiques, pour les gouvernants aussi. Et à cet égard-là, en tant que pays développé, en tant que pays riche, en fait, on a une responsabilité. Nous, je pense qu'à l'ACMA canadienne aussi, c'est quelque chose qui est partagé, c'est de mettre en place des législations appropriables dans les pays les moins développés qui ont d'autres priorités plus urgentes, mais qui puissent regarder vers nous ensuite quand ils le pourront, le plus rapidement possible, on l'espère pour tout le monde. Et il s'agit donc d'élaborer ces législations-là en pensant à ces pays-là, en parlant à leur absence, mais pas à leur place, mais pour qu'en temps et lieu, ils puissent se l'approprier et que ce puisse être une expertise qui se développe un peu partout et de manière contextualisée. Merci beaucoup. Puis je rajouterais peut-être un élément là-dessus. Tu sais, quand on parle du rôle du système de santé dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, c'est névralgique quand on s'entend. Le fardeau ne va qu'augmenter sur le système de santé. Donc, d'où l'importance là, d'avoir de l'appui du gouvernement, puis après ça, de pouvoir aider les communautés qui vont souffrir des impacts des changements climatiques. Donc, effectivement, le rôle du système de santé est primordial dans la lutte, mais aussi l'adaptation. Donc, comme on dit souvent dans la Fondation, la science en action, la science doit parler et on doit l'écouter surtout. Et si je peux ajouter juste quelque chose à ta suite, c'est que c'est pour ça qu'à l'Association québécoise, à part cette communauté de pratique-là, ce sont des médecins aussi qui sont intéressés à faire du plaidoyer plus largement, notamment en termes de politique de mobilité durable, en termes d'aménagement du territoire, parce que, par exemple, quand on implante, quand on préserve des espaces naturels, y compris dans les communautés vulnérables, on est déjà en train de favoriser leur santé et de réduire potentiellement, mais vraiment de manière tangible. Puis on l'a vu cet été avec les feux de forêt, les enjeux de pollution, les canicules aussi au fil des années. Dans ce temps-là, on participe à enlever des coûts pour le système de santé. Effectivement. Investissons en adaptation au changement climatique, investissons en infrastructures naturelles, ça va aider nos collègues là, dans le système de santé. Donc, merci beaucoup, Patricia. Alors, poursuivons avec Naolo Charles. Parlons de justice climatique. Naolo, pourquoi on parle de justice climatique et de dette climatique lorsqu'on aborde l'équité en santé? Parlons-en. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je voulais juste commencer par préciser que je suis ici en fait pour Be Initiative, qui est mon engagement social. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un lien avec la Fondation Mekondo. C'est vrai que je travaille là, mais je suis ici dans le cadre donc tout ce que je vais dire, ça implique la Black Environmental Initiative. Et je veux m'excuser déjà parce que je vais prendre beaucoup de temps dans ma contribution. OK, selon l'OMS, chaque jour, 16 000 enfants meurent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Ils décèdent de pneumonie, de paludisme, de diarrhée et d'autres maladies. Ils sont 14 fois plus susceptibles de mourir avant l'âge de 5 ans en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde. Les pays en développement représentent 99% des décès maternels annuels dans le monde. Les femmes au Tchad ont un risque de décès maternel de 1 sur 16 au cours de leur vie, tandis qu'une femme en Suède a un risque de moins de 1 sur 10 000. L'espérance de vie moyenne au Canada et dans ces pays pairs parmi les pays riches du monde est de 81 ans. Les personnes en Afrique vivent en moyenne jusqu'à l'âge de 54 ans, tandis que celles en Asie du Sud-Est vivent jusqu'à l'âge de 65 ans. Environ 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans le monde en développement. 87% des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles comme les cancers surviennent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Près d'1 milliard de personnes dans le monde vivent dans des conditions de bidonville représentant environ un quart de la population urbaine mondiale. L'OMS considère que le continent africain connaît la plus forte augmentation des taux de mortalité par maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires et diabète. Il existe également des inégalités de santé alarmantes entre les communautés dans les pays riches. Par exemple, aux États-Unis, les Afro-Américains représentent environ 13% de la population, mais représentent près de la moitié de toutes les nouvelles infections de VIH. On parle souvent des réalités de racisme environnemental. Les communautés dites racisées vivent souvent dans des quartiers mal entretenus, plus pollués, avec plus de béton et moins d'arbres, et donc plus d'îlots de chaleur, moins de bénéfices naturels pour la santé que la verdure normalement apporte.
et souvent des problèmes de qualité d'eau comme à Flint où les problèmes sont encore présents. Les Noirs ont des taux plus élevés de diabète, d'hypertension et de maladies cardiaques que les autres groupes. Et les enfants noirs ont un taux de mortalité par asthme 500% plus élevé que les enfants blancs. La géographie joue un rôle important dans tout cela, car l'endroit où nous vivons détermine les opportunités d'accéder à l'éducation de qualité, à l'emploi, au logement, à des aliments frais ou à des espaces extérieurs, tous contributeurs à notre santé. Nos communautés sont touchées aussi par les produits toxiques qu'on retrouve dans nos produits de beauté et qui rendent les femmes malades, et dans les produits alimentaires qui développent des allergies et autres troubles de santé. Finalement, la pollution de l'air a été responsable de 1,1 million de décès en Afrique en 2019. En 2019, la pollution de l'air était le deuxième facteur de risque de décès en Afrique. Pourtant, c'est un continent où on a à peu près 1,2 milliard de personnes avec une moyenne d'âge dans la vingtaine. Aussi, on parle souvent de bioaccumulation ou de bioamplification dans les produits alimentaires. Il s'agit en gros de l'accumulation des produits chimiques dangereux pour la santé à travers la chaîne alimentaire. Ce dont on parle peu, c'est la bioaccumulation au travers des arbres généalogiques. Et comment, même si on quitte les quartiers pollués, les maladies que nos parents ont contractées peuvent rester avec nous. C'est un phénomène que moi, personnellement, j'appelle les ghettos de santé générationnels. Et cette idée suggère que les problèmes de santé qu'on considère génétiques aujourd'hui peuvent être bien, en fait, causés par un environnement malsain dans lequel vivaient les générations passées. Et c'est important de se rappeler ça quand on fait de la recherche sur ces questions. Donc, pourquoi autant de détresse et de malheur? Est-ce que les communautés noires sont maudites? Donc, s'il y a juste un message que vous pouvez retenir de cette présentation, et je focus sur les communautés noires parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il y a beaucoup d'éléments que je mentionne qui s'appliquent à plusieurs communautés. Donc, s'il y a juste un message que vous pouvez retenir de cette présentation, c'est celui-ci. Contrairement à ce qu'on croit souvent, en fait, nos communautés ne sont pas malades. Nous sommes naturellement en très bonne santé. Il suffit d'observer le phénomène qu'on appelle de Healthy Immigrant Syndrome. C'est un phénomène bien connu qui explique que la plupart du temps, quand les immigrants arrivent au Canada, leur état de santé est excellent et meilleur que la moyenne canadienne. Et il détériore au fil du temps. Donc, nos communautés ne sont pas malades, mais elles sont empoisonnées. Et il y a une très, très grande différence entre les deux. Et pour pouvoir vous expliquer ce que j'essaie de dire, ça implique vraiment beaucoup de complexité. C'est pour ça que je vous dis, je vais prendre beaucoup de temps. Et moi, je suis africain. Et dans nos cultures, lorsqu'on doit expliquer des problèmes complexes, on raconte des histoires. Donc, pour vous faire comprendre un peu comment on en est arrivé à ces inégalités de santé, moi, je vais vous raconter l'histoire de la première bâtisse coloniale européenne au monde. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Il s'agit en fait d'une bâtisse qu'on appelle le fort d'Elmina, encore existant aujourd'hui sur les côtes du Ghana. Vous pouvez aller le visiter si vous voulez. Le fort fut construit en 1482, 10 ans avant la soi-disant découverte de l'Amérique. Contrairement à ce qu'on vous a sûrement appris dans les cours d'école, les Européens, ou en l'occurrence les Portugais de l'époque, ne sont pas arrivés en Afrique pour faire de l'exploration ou pour civiliser ou évangéliser. Ils sont venus pour ce que j'appelle le bling-bling. C'est vraiment l'or. En fait, en 1324, Mansa Musa, le roi de l'Empire du Mali, connu aujourd'hui encore comme l'homme le plus riche ayant existé sur Terre. À l'époque, il fait son pèlerinage à la Mecque et sur son chemin, sa caravane passe par l'Égypte et il offre tellement d'or aux populations égyptiennes que la valeur de l'or est tombée en Égypte pendant plus de 12 ans. L'Atlas catalan est un ancien atlas cartographique médiéval qui a été créé au XIVe siècle. Et sur cette carte, on peut voir une esquisse géante de Mansa Musa qui tient une pièce d'or. Vous pouvez googler, vous allez trouver. Cet événement historique dont on nous parle peu est vraisemblablement l'élément déclencheur de la colonisation européenne en Afrique et ensuite en Amérique. Parce que Mansa Musa, en fait, a mis l'Afrique sur la carte du monde à un moment où les Européens ne savaient rien sur l'Afrique. Et la première étape de la colonisation, c'était la construction du fort d'Elmina. Et il fut construit parce que les Portugais, à l'époque, ils voulaient un port stable pour pouvoir transporter le plus d'or possible vers l'Europe. Vers l'Europe. Et lorsque le fort fut construit, il fut permis grâce à un système de corruption des leaders locaux qui existe encore aujourd'hui et avec des promesses de compensation pour les populations locales. Mais elles n'étaient pas toutes d'accord. Et des groupes locaux ont en fait attaqué les colons pour défendre ce qu'ils considéraient des terres sacrées. Mais les Portugais, après s'être retirés dans leur bateau, ont fini par mater la résistance et brûler le village. Cet événement est probablement l'un des premiers épisodes de racisme environnemental que je connais. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça?
C'est très simple. En fait, si vous voulez comprendre les inégalités de santé dans le monde et les vulnérabilités au changement climatique, il faut suivre la traque de la colonisation. Et pour ce faire, j'aimerais citer une étude assez impressionnante. Le titre de l'étude, c'est une analyse bioculturelle des impacts des interactions entre les Africains de l'Ouest et les Européens pendant le commerce transatlantique des esclaves à Elmina. C'est une thèse en anthropologie de l'Université de la Floride du Sud. Donc, l'étude analyse les habitudes et l'état de santé des populations locales à Elmina sur la base de l'étude d'une vingtaine de squelettes retrouvés par les archéologues. Et j'aimerais apporter votre attention sur les pistes de compréhension des problèmes de santé actuels que cette étude propose en fait. Et je cite, la population croissante et l'urbanisation observée à Elmina, en particulier pendant la période néerlandaise, ont contribué à une augmentation des taux de maladies infectieuses et de la malnutrition. On a démontré que les taux de maladies infectieuses augmentent dans des endroits où la population croît et s'urbanise en raison du plus grand nombre de personnes et des conditions de surpeuplement. Une population croissante signifiait également des besoins accrus en matière de production agricole, ce qui a entraîné une augmentation de défrichage des terres et probablement une augmentation du nombre de moustiques associés aux pratiques de coupe à blanc. D'autres changements dans les modes de subsistance, tels qu'un changement de l'accent sur le commerce des régions intérieures vers la côte, auraient également affecté les aliments disponibles pour les habitants d'Elmina en raison d'un manque de variété dans l'alimentation, pouvant entraîner des carences spécifiques en vitamines et minéraux. Plusieurs phénomènes importants ont été observés, notamment une augmentation des maladies infectieuses avec l'avènement du sédentarisme, une augmentation rapide et significative des maladies infectieuses et nutritionnelles avec le passage à une subsistance agricole, une relation synergétique entre les maladies nutritionnelles et infectieuses, une augmentation des traumatismes, un début précoce des maladies dégénératives et des changements dans les modèles de croissance attestés par les défauts de l'émail, et la réduction de l'espacement des naissances coïncidant avec le changement de mode de subsistance, entraînant des coûts biologiques considérables pour certains segments de la population, les femmes en âge de procréer, les nourrissons et les enfants étant particulièrement exposés. Donc, le paludisme, par exemple, existait en Afrique de l'Ouest il y a longtemps, atteignant des niveaux endémiques avec l'avènement de l'agriculture itinérante sur brûlis. Ce mode d'agriculture, en fait, crée des étendues d'eau où des populations importantes de moustiques anopheles peuvent se produire. Ça c'est le moustique qui donne le palud. Donc, mon point au travers de ces citations, c'est bien que l'Afrique ait toujours été un lieu plein de maladies dangereuses, et c'était en fait un système de protection qui empêchait les Européens de pénétrer l'intérieur de l'Afrique jusqu'à l'avènement des vaccins. Euh, la colonisation et le capitalisme, dès ses premiers jours, a créé un chamboulement qui, à long terme, a exposé les populations à encore plus de problèmes de santé et de problèmes environnementaux. Et pour terminer mon petit cours d'histoire, je sais que je prends beaucoup de temps, mais je pense que c'est important de raconter ces histoires. J'aimerais vous parler de l'histoire d'une communauté noire que vous connaissez très bien et qui a subi d'énormément conséquences des changements climatiques. Je parle des Haïtiens. Et je ne suis pas haïtien moi-même. Donc, je veux juste clarifier. Le pays caribéen est régulièrement frappé par des tempêtes tropicales et des inondations et a également été touché par de puissants séismes. Et il peut être facile pour nous, sous la base des idées racistes qu'on a appris en société, de penser un peu tout bas que peut-être Haïti est un peu maudite. Mais nos communautés ne sont pas maudites. Nos communautés sont haïes et détestées et c'est très, très différent. Et la situation d'Haïti le démontre. La géographie et la malchance ne sont pas les seules explications. C'est vrai qu'Haïti est positionné directement sur la principale trajectoire des ouragans de la région. Mais ce qui a vraiment laissé Haïti dans l'état actuel, ce qui fait du pays un site constant et déchirant de catastrophes récurrentes, c'est son histoire. Au XVIIIe siècle, sous le régime français, Haïti, alors appelé Saint-Domingue, était la perle des Antilles, l'une des îles les plus riches de l'Empire français. Elle est ensuite devenue la première nation indépendante d'Amérique latine et reste la plus ancienne république noire et la deuxième plus ancienne république de l'hémisphère occidental après les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Une des raisons pour lesquelles Haïti souffre plus que ses voisins des catastrophes naturelles comme les ouragans et les inondations, c'est sa déforestation massive, en cours dans le pays depuis l'époque de l'occupation française. Le processus d'érosion des sols a vraiment commencé à cette époque. Haïti est maintenant déforesté à environ 98%. On peut le voir depuis l'espace. Le problème, c'est que c'est les forêts, les racines des arbres qui maintenaient le sol ensemble.
Ainsi, à chaque nouvelle tempête, plus de terres arables et d'argile disparaissent. Mais le désastre d'Haïti, ce n'est pas juste à cause de la déforestation causée par les activités économiques de l'époque. C'est aussi le désastre économique. So, si vous n'êtes pas au fait de l'histoire, je veux juste vraiment rapidement vous dire, Haïti fut fondé par des esclaves qui ont réussi à se révolter. Je pense qu'ils ont battu les armées de Napoléon Bonaparte et ils ont déclaré leur indépendance. Donc, c'était vraiment un gros truc. Mais lorsque Haïti a été créé, c'est le monde entier qui les isole. Et la France, fort de son pouvoir militaire à l'époque, force Haïti à lui payer une dette pour compenser la France pour son indépendance. Environ 25 milliards de dollars payés à la France en réparation de 1825 à 1947. Pour réunir l'argent, Haïti a contracté d'énormes emprunts auprès de banques américaines, allemandes et françaises, à des taux d'intérêt exorbitants. En 1900, Haïti dépensait environ 80% de son budget national pour le remboursement de ses emprunts. Et l'histoire, je vous parle d'Haïti, mais c'est une histoire qu'on voit partout à travers les pays colonisés. Et donc, c'est important qu'on comprenne ces choses-là. Et mon dernier point, l'autre élément historique qui a détruit nos santé et la santé de nos communautés, c'est un phénomène auquel je pense qu'on accorde peu d'importance, qui est pourtant à la base de la colonisation et du capitalisme moderne. C'est le modèle des plantations. Et c'est toujours un peu bizarre quand je parle des plantations parce que les gens se disent pourquoi ils parlent des plantations. Mais les plantations existaient en Antiquité, mais le modèle de monoculture actuel contient l'ADN de comment le capitalisme a détruit nos terres, notre santé et nos cultures. La monoculture, c'est l'une des raisons principales pourquoi les changements climatiques sont exacerbés en territoires colonisés. Et ces mêmes monocultures qui ont détruit la terre et ont été utilisées pour créer des produits qui, ironiquement, aujourd'hui tuent les descendants de ces ancêtres qui travaillaient sur la terre. Par exemple, le sucre que nos ancêtres plantaient nous tue aujourd'hui par l'obésité et le diabète. Le tabac que nos ancêtres plantaient nous tue aussi. Mais si avant c'était juste les plantations, aujourd'hui, ce n'est pas juste les plantations, il y a aussi les mines qui détruisent nos écosystèmes, la qualité de notre eau, la qualité de notre air. Et si j'avais assez de temps, je vous aurais parlé du fait que le Canada est la plus forte puissance minière au monde. On aime penser qu'on est différent des autres, mais environ 60% des entreprises minières dans le monde sont canadiennes. Elles opèrent dans tous les coins du monde, y compris dans des pays où les activités minières ont été liées à des violations des droits de l'homme. Les investissements canadiens en Afrique sont concentrés dans 8 pays. Afrique du Sud, République démocratique du Congo, Madagascar, Zambie, Tanzanie, Ghana, Burkina Faso et Mauritanie. Et pour finir, et c'est vraiment mon dernier point, pour montrer que ces histoires dont j'ai parlé ne sont pas localisées juste en Afrique, mais impactent toute la diaspora africaine et beaucoup d'autres communautés, je vais vous raconter l'histoire de Ella. Ella, c'est qui Ella? Ella Kissi Debra était une jeune fille britannique noire qui malheureusement est décédée à l'âge de 9 ans en 2013 des suites de crises d'asthme sévères. Elle a vécu à Londres et son décès a attiré l'attention sur la qualité de l'air et les problèmes environnementaux car elle habitait à proximité d'une route très fréquentée. En décembre 2020, l'histoire d'Ella Kissi Debra a été largement médiatisée lorsque le coroner britannique a conclu que la pollution de l'air était un facteur contributif majeur à ses problèmes de santé et à son décès. Cela a marqué une décision juridique importante en tant que la première fois qu'un décès au Royaume-Uni et au monde était officiellement lié à la pollution de l'air. Donc, si vous me demandez c'est quoi la dette climatique, c'est quoi, de quel problème on parle, quelles sont les solutions? La solution, à mon avis, une des premières solutions, c'est qu'on développe tous une meilleure compréhension un peu plus complexe de ces enjeux-là et qu'on ne pense pas juste que l'action climatique, c'est réduire les gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément une bonne compréhension de l'histoire qui est derrière les problèmes. Donc, c'est difficile pour nous de trouver des solutions. Merci. Merci infiniment, Naolo. Wow. Tout un exposé. Je pense que je suis pas le seul qui en a appris énormément en ce 12 minutes de parole. Donc, merci beaucoup. Ça met la table aussi sur ce que tu mentionnes, de voir dans le fond les impacts des changements climatiques et les solutions aux changements climatiques dans un esprit plus grand de se dire que c'est pas avec des batteries en faisant du captage de carbone qu'on va résoudre le problème. Il faut aller plus loin, c'est une question sociale et il y a une responsabilité historique des différents pays. Donc, merci beaucoup. Vraiment, de comprendre un peu aussi l'optique en Afrique, dans les Antilles, mais après ça, de voir aussi même en Angleterre
Donc, vraiment, merci beaucoup, Naolo. Super pertinent. Euh, donc, passons à un autre sujet. Je vais laisser maintenant la parole à Laura Fortin de chez Oxfam. J'ai une petite question. Donc, quels sont les impacts des changements climatiques sur les communautés du Sud? Pourriez-vous nous partager des expériences de terrain des personnes qui mettent en œuvre des programmes de développement international en justice climatique? Merci Charles. D'abord, merci Naolo. C'était vraiment très pertinent. C'est dur de suivre. Mais d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis chargée de programme à Oxfam Québec et j'accompagne les équipes d'Oxfam Burkina Faso et d'Oxfam Bénin dans la mise en œuvre de projets. L'équipe d'Oxfam Burkina Faso travaille sur un projet d'agriculture résiliente au climat. Donc, mon expertise est plus située sur le Burkina Faso et le Sahel. Donc, je vais parler plus précisément des impacts des changements climatiques sur le Burkina Faso. Il y en a plusieurs. D'abord, un impact très important est lié au changement dans les niveaux de pluviométrie. Donc, les précipitations ont beaucoup diminué dans le Sahel. Euh, Elles ont en général beaucoup diminué, ce qui cause la désertification. Donc, les sols se sont dégradés, les populations ne peuvent plus les cultiver comme elles les cultivaient avant. Mais il y a aussi des événements climatiques extrêmes. Par exemple, au Tchad récemment, il y a eu des inondations. Donc, c'était pas du tout fréquent des inondations au Tchad. Donc là, on se retrouve avec un régime de précipitation qui est imprévisible et les populations ont de la difficulté à s'adapter à ça. Au Burkina Faso, l'impact de cette faible pluviométrie, ben, un impact important, c'est sur l'insécurité alimentaire. Et chaque année, lors de la période de soudure, donc ça correspond à la saison des pluies, donc avril à août à peu près, c'est quand les populations ont fini leur réserve de l'année dernière et n'ont pas encore leur récolte de cette année. Mais là, c'est le moment où on vit chaque année une crise, euh, une crise alimentaire et parfois au niveau de famine. Donc, c'est chronique. Ça revient chaque année dans plusieurs pays du Sahel et ça, c'est directement lié avec les changements dans la pluviométrie, qui est un impact des changements climatiques. Donc, ça, c'est un des exemples d'un impact sur le Burkina Faso et sur le Sahel. L'autre impact, c'est que ça affecte les couloirs de transhumance des animaux. Donc, les animaux, les éleveurs vont bouger leurs animaux, bouger avec leurs animaux pour qu'ils puissent paître. Mais quand les sols sont dégradés, les éleveurs et les agriculteurs vont venir être concentrés sur les mêmes terres, ce qui peut augmenter les tensions communautaires qui pouvaient être préexistantes. Parce que dans certains cas, ce n'est pas les mêmes ethnies qui font de l'agriculture et qui font de l'élevage. Mais là, ils se retrouvent sur les mêmes territoires avec des ressources de plus en plus limitées. Donc, ça augmente les tensions communautaires. Donc, ça, c'est quelques exemples très actuels d'effets des changements climatiques. Sinon, quelque chose que j'ajouterais, c'est que les pays qui vivent le plus l'impact des changements climatiques, c'est évidemment pas ceux qui les ont causés, mais aussi, c'est souvent dans des contextes assez fragiles. Donc, dans le cas du Burkina Faso, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez suivi, mais il y a eu 2 coups d'État récemment et le pays est en conflit, il y a un conflit armé dans le pays avec différents groupes djihadistes qui ont pris contrôle de certaines zones. Et il y a une instabilité politique et il y a les changements climatiques qui affectent aussi les populations. On a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées, donc ne peuvent pas cultiver leurs terres, se retrouvent déplacées à l'intérieur du pays dans d'autres zones où il y a déjà des populations sur des sols qui se dégradent. Donc tout ça, c'est une situation très complexe. Donc le message que je voudrais adresser, c'est que on ne peut pas, nous, les organismes qui travaillons en coopération internationale, en développement international, on ne peut pas avoir une approche à la pièce. C'est que c'est des enjeux qui sont systémiques. Donc, au Burkina, par exemple, on a un contexte humanitaire, des populations qui vivent dans des situations de famine. On a un contexte de crise politique. On a une tentative de construction de la paix entre différentes populations déplacées, interne à cause du conflit et on a des enjeux climatiques. Donc, il faut vraiment avoir une approche systémique pour adresser ce genre de situation. Et puis finalement, dernier point, c'est que c'est pas
c'est régional. Donc, tu sais, par exemple, le Sahel, c'est plusieurs pays, c'est pas que le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Tous ces pays-là sont affectés par les changements climatiques. Mais au-delà de ça, au Burkina, par exemple, et là, je vais rejoindre ce que mon collègue Naolo a dit, il parlait un peu de monoproduction. Le système, l'économie mondiale a concentré certains pays dans la production d'une seule denrée et cette denrée-là ne répond pas aux besoins alimentaires du pays. Donc, ils vont aller produire pour l'exportation et devoir importer des denrées pour nourrir leur propre population. Et les denrées qu'ils importent sont aussi affectées par les changements climatiques dans les pays autres. Par exemple, là, il y a eu des pays producteurs de riz qui sont très, très affectés par les changements climatiques. Le Burkina importe le riz et doit payer maintenant beaucoup plus cher pour ses importations de riz. Donc là, on voit vraiment que les effets des changements climatiques, c'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais que quelque chose qui se passe et qui affecte Madagascar ou qui affecte l'Ukraine va venir aussi affecter le Burkina Faso. Donc, en gros, c'était ça, beaucoup de choses, beaucoup d'impact des changements climatiques dans le Sahel. Merci beaucoup, Laura. C'est super, super pertinent, je pense, d'avoir cette conversation-là en ayant en tête que c'est pas un problème environnemental, c'est pas un problème social, c'est des problèmes qui sont plus grands que ça, là. La géopolitique, ce qui se passe dans un autre pays va avoir un impact sur un autre continent, ce qui se passe au niveau social va avoir un impact sur le milieu environnemental. Bon, bref, c'est vraiment tout est interrelié, d'où l'importance d'avoir les différents points de vue là aujourd'hui autour de la table, puis de se poser des questions qui sont plus grandes que simplement avoir recours à ce qu'on entend, des solutions de type Band-Aid que j'aime appeler. Donc, c'est vraiment super pertinent. Ça m'amène d'ailleurs à te poser une autre question. On l'a dit d'emblée que les personnes qui sont davantage touchées par les aléas des changements climatiques sont les femmes et les plus jeunes. Donc, je serais curieux de savoir, c'est quoi comment, en fait, les programmes de coopération internationale tels que ceux d'Oxfam aident à autonomiser les femmes et les jeunes dans les pays vulnérables pour faire face, dans le fond, aux impacts de ces changements climatiques-là? D'abord, c'est des programmes qui doivent être vraiment adaptés au contexte. C'est comme le point le plus important. Donc, dans le cas du Burkina, l'approche du programme sur lequel je travaille en ce moment, il y a une approche d'agroforesterie et de jardin maraîcher, mais les techniques qui vont être utilisées pour la régénération des sols, par exemple, c'est des techniques qui ont été créées en Afrique de l'Ouest. Donc, on parle, par exemple, de la technique des ailes, qui sont des petits trous dans le sol avec un monticule pour essayer de garder l'eau autour des plants et éviter le ruissellement. Mais ça, c'est une technique qui a été inventée en Afrique de l'Ouest et dont on se sert dans le projet, par exemple, au Burkina. Donc, il y a une adaptation au contexte. Après ça, comme tu l'as dit, c'est vrai que les femmes sont fortement affectées par l'impact des changements climatiques, entre autres parce qu'elles vont dépendre beaucoup des ressources de proximité. Donc, par exemple, elles vont beaucoup pratiquer l'agriculture, mais c'est elles aussi qui vont aller chercher le bois, par exemple, le combustible pour leur famille et autres. Et ces ressources-là disparaissent, entre autres en raison des changements climatiques. Donc, nous, notre projet, on a travaillé principalement avec des femmes et avec des jeunes, entre autres pour leur permettre d'avoir accès à la terre. Donc, ça, c'est un autre aspect du projet qui était la sécurisation foncière, là, ou permettre aux femmes d'avoir accès à... Mais dans ce cas-ci, c'était seulement et malheureusement des droits d'usage ou des droits d'accès à certaines terres, mais pour une période de 15 ans pour cultiver euh, des cultures maraîchères et céréalières, mais aussi planter des arbres fruitiers. Donc là, on a permis à avoir accès à cette terre-là. Et le dernier aspect du projet, c'est au niveau du leadership environnemental des jeunes. Donc là, c'est former des jeunes activistes pour pouvoir avoir une influence dans leur communauté. Et on travaille beaucoup à l'échelle communautaire parce que dans le cas du Burkina, avec les changements politiques, c'est difficile d'avoir une influence au-delà de la communauté, mais l'influence que les jeunes peuvent avoir dans leur milieu est quand même grande. Donc, il y a comme 3 volets au projet. Mais ce que je dirais et ce qui est malheureux, c'est qu'en développement international, on a des projets qui sont courts, qui sont toujours trop courts et qui sont sujets au financement des bailleurs. Donc là, par exemple, ce projet-ci, c'est 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 ans? Pas beaucoup de choses. Même sur un projet de 5 ans, les cycles
nous contraignent vraiment beaucoup. Donc, on essaie toujours d'envisager la pérennité de nos actions. Donc là, par exemple, les parcelles qui ont été cédées, c'est sur 10-15 ans, mais le projet va quand même venir à échéance. Donc, c'est compliqué, mais on essaie de faire de notre mieux, puis de travailler en collaboration beaucoup avec des partenaires locaux, différents partenaires locaux. Donc, Oxfam Burkina est local parce que c'est que des Burkinabés qui travaillent à Oxfam Burkina, mais il y a aussi des partenaires locaux burkinabés là, qui, eux, permettent aussi au projet d'être pérenne. Puis sinon, peut-être le point que j'amènerais, que je considère très important, c'est les droits fonciers et l'accès à la terre. Donc, les populations locales, autochtones en Amérique latine, afro-descendantes, sont celles qui protègent le mieux et le plus les écosystèmes. Donc, les personnes qui vivent dans les forêts de ce monde, elles sont gardiennes de ces écosystèmes-là, mais ne possèdent pas de droit, de titre foncier sur leur environnement, l'environnement qu'elles habitent, et elles sont donc facilement chassées par différents acteurs. Donc, je pense qu'un des moyens de vraiment lutter contre les changements climatiques et en mettant les humains au centre, c'est de renforcer les droits fonciers des populations locales et de privilégier une approche communautaire et pas nécessairement de propriété individuelle. Je vais au-delà de nos projets d'Oxfam, là. Donc, c'est mon éditorial. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Ouais, malgré les contraintes, là, je suis convaincu que vous faites de l'excellent travail. C'est un travail qui est super important. Je me permets de vous féliciter pour ça. Ça me touche beaucoup le fait d'autonomiser la jeunesse, de responsabiliser la jeunesse, de donner les moyens. Hein. Ce sont ceux qui vont mener les différentes luttes, les prochaines luttes pour les générations à venir. Donc, de leur donner les moyens, de les sensibiliser, puis de leur montrer que leurs actions peuvent changer les choses. C'est super important. Donc, chapeau, chapeau, chapeau. Donc, poursuivons la conversation avec Geneviève. Donc, parlons de santé globale, de résilience climatique. Donc, en ayant en tête une perspective de santé globale et de résilience climatique, pourriez-vous nous faire part des freins et des obstacles pour les programmes de coopération à l'international? Est-ce que vous aurez des exemples précis à partager avec nous? On en a entendu quelques-uns de Laura, mais auriez-vous d'autres exemples et freins à partager avec nous là, en lien avec les programmes de coopération à l'international? Oui, bon, ben, premièrement, merci Charles, puis bonjour, merci aux collègues sur ce panel-là. C'est vraiment très, très intéressant cette discussion-là. Euh, Moi, j'ai voulu orienter un peu la question en termes de financement, en fait, pour les programmes de coopération, de solidarité internationale sur la lutte au changement climatique. Euh, je vais commencer quand même en prenant la peine de saluer là, la création du mécanisme des pertes et dommages là, qui a été fait dans le premier jour de la COP 28. Puis par la suite, j'apporterai toutes les nuances nécessaires à cette salutation-là pour la création de ce fonds-là. Mais une des choses que je pense qui est importante, qui a été mentionnée par les collègues sur le panel, c'est que la lutte au changement climatique, c'est systémique. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, on va travailler sur tel aspect, on travaille sur tel aspect. Il faut avoir une vision qui est un peu plus globale, puis qui prend en compte, je pense que ça a été vraiment bien démontré par Naolo, une perspective historique puis de contexte là, dans lequel on est. Malheureusement, les financements, Laura l'a abordé aussi, les financements ne fonctionnent pas de cette façon-là. Le financement pour la coopération internationale, la solidarité internationale est très, très vu par secteur. On va travailler en santé, on va travailler pour les femmes, on va travailler. Donc, ça c'est un des freins majeurs à avoir une approche qui a un impact global, qui a un impact qui peut être multiplicateur, je dirais. Un autre frein qui a été mentionné par Laura, c'est la durée du financement. Bon, ici, il y a un gros programme qui vient d'être lancé au Canada, là, c'est P4C, Program for Climate, qui se situe là, dans le financement climatique du gouvernement canadien, qui est un programme quand même vraiment intéressant, mais à une durée très limitée de 3 ans. Sur 3 ans, les impacts qu'on peut faire à long terme sont quand même assez limités. Donc, ça, c'est un autre frein qui existe. Mais plus globalement, si on pense par exemple à la création là, du mécanisme des pertes et dommages, qui est un fonds qui vient d'être
Ça fait longtemps là, qu'on en parle dans les COP. Moi, je travaille maintenant à SUCO depuis 2019, mais je suis dans le milieu de la coopération depuis plus longtemps, puis le milieu des COP depuis plus longtemps. Fait que la création de ce fonds-là, ça fait longtemps qu'on en discute, ça fait une demande qui est là depuis longtemps. Puis, depuis le début, là, la demande, c'était d'avoir 100 milliards de dollars pour un fonds de pertes et dommages qui serait une façon de reconnaître les dommages historiques qui ont été portés par les pays du Nord global industrialisé, qui prend en compte justement une perspective historique sur les impacts environnementaux que la colonisation, le système économique dans lequel on est, le capitalisme en ce moment, a sur les populations du Sud. Et puis, bon, le Sud global. Pour le moment, là, l'estimé, c'est que ça serait depuis, je pense, je ne me rappelle plus c'est quelle COP, 2009 peut-être, que c'était 100 milliards de dollars qui devaient être mis là-dedans. Pour le moment, là, fait que là, le mécanisme a été lancé, mais ça demeure encore des fonds qui sont vraiment moindres que ce qu'on avait prévu. Puis un engagement qui est non binding, qui est non excusez, comme un blanc, qui n'est pas Contraignant. obligatoire. Merci beaucoup, Naolo, qui n'est pas contraignant. Donc, ça dépend de la bonne volonté des États. Fait que là, le Canada, par exemple, on a commis, nous, on dirait qu'on va mettre 16 milliards de dollars là-dedans. Mais ce montant-là équivaut même pas à ce que le Canada donne, par exemple, en subvention aux compagnies pétrolières. Donc, il y a comme un débalancement là, qui est frappant dans le mécanisme de financement d'adaptation au changement climatique. D'autres enjeux qui sont importants dans ce mécanisme de financement-là aussi, c'est quand même, bon, là, je vais reprendre encore l'exemple du gouvernement canadien. On s'est engagé, puis ça, il faut le saluer. Il y a quand même des avancées qui sont là, puis on est content. Il y a 5,3 milliards de dollars qui ont été lancés là, pour le financement aux actions climatiques. Par contre, ce qui est un peu perturbant, c'est que de ce montant-là, ce qui est accordé en subvention versus ce qui est accordé en prêt, il y a aussi un débalancement. Donc, ça veut dire que si on s'engage à faire de l'adaptation au changement climatique, ben, on doit quand même rembourser les prêts. Fait que ça, c'est un des enjeux qui est présent. L'autre enjeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment une parité non plus entre ce qui est mis en adaptation au changement climatique versus la mitigation, la diminution des émissions de GES dans ces choses-là. Normalement, une des demandes de la société civile canadienne, c'est que la contribution financière soit à hauteur de 50 pour le financement climatique qui est dédié à l'adaptation au changement climatique. Donc, pour le moment, ça se tourne plus autour de 33, puis le Canada s'est engagé à aller jusque vers 40 des engagements climatiques. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important. L'autre enjeu qui est important, c'est même une fois qu'on a dit, bon, il y a 33 du financement climatique qui est, on vise 40 qui va aller pour les mesures d'adaptation. Mais là, ce qu'on constate, là, il y a une étude qui vient d'être publiée, c'est que de tout ce financement-là mondial, là, pas uniquement pour le Canada, mais qui a environ très peu finit par aller aux communautés locales. Bon, l'étude qui vient d'être montrée, c'est plus pour, je pourrais la partager par la suite, là. C'est plus pour les producteurs agricoles à petite échelle, mais c'est 0,3 du financement qui va toucher les populations locales directement. Alors que, je pense que mes collègues sur le panel ont clairement démontré que, les gens qui sont les plus touchés, mais aussi les gens qui ont la capacité de mettre en œuvre des activités et des projets qui vont avoir un impact réel sur l'adaptation au changement climatique, ben, c'est les gens des populations locales. Alors que dans les faits, c'est eux qui ont le moins de financement. C'est là que ça arrive le moins. On va passer par les institutions multinationales, on va passer par les grandes banques, on va passer par des grandes ONG aussi ou des ONG comme nous, mais fait au final, ce qui va vraiment toucher les populations locales dans une mesure d'adaptation, ben c'est petit. Fait que ça, c'est un autre frein qui est important et qui vaut la peine là, d'être mentionné. Voilà, c'est pas mal ça que je voulais dire en termes de freins à la coopération internationale lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique. Un autre
point que je voulais souligner, c'est aussi, puis là, l'adaptation, c'est important, puis clairement, dans nos pays qui ont été mentionnés ici, dans les Amériques aussi, on n'a pas parlé, mais les gens les plus touchés par les impacts des changements climatiques, ben, ce n'est pas ceux qui produisent le plus de GES ou bon, qui contribuent le plus là, au changement climatique. La question qu'on peut se poser, je pense qu'il est légitime de se poser, c'est correct, tu sais, en tout cas pour le gouvernement canadien, puis on veut qu'il y ait du financement pour l'adaptation au changement climatique, mais ça ne peut pas se faire sans une réduction de nos propres émissions de GES pour diminuer l'impact de notre modèle économique sur le développement des autres pays, sur les autres populations locales. Puis là, tu sais, par exemple, nous, SUCO, on met en œuvre un projet qui s'appelle Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui est mis en œuvre avec une, une autre organisation canadienne qui s'appelle Interpares. Puis ce projet-là, on travaille dans les zones côtières, pas on, mais nos partenaires locaux travaillent dans les zones côtières au Sénégal, au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Togo, puis en Côte d'Ivoire. On essaie surtout de travailler là, dans le secteur des mangroves. Puis ce qu'on voit, ce qu'on constate, ce que nos partenaires constatent, c'est l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, va faire en sorte que des îles disparaissent. Là, pour renforcer le point de Laura, fait que les îles qui vont disparaître, là, ben, les gens vont fuir les communautés parce qu'ils n'ont plus de place où aller. Ça cause un brassage ethnique, ça augmente les tensions, mais pas juste les tensions comme ça, mais ça augmente les tensions aussi parce que tout ce qui était lié à l'accès à la nourriture, la production de nourriture, l'accès à la terre, là, ça disparaît. Fait que même si c'est un super beau projet avec un bon financement, bon, peut-être qu'on aimerait mieux une plus grande durée, mais si on n'agit pas en amont, sur la diminution des GES, on aura beau avoir tout le financement qu'on veut pour s'adapter, mais à un certain moment, on atteint une limite à l'adaptation. Voilà ce que je... Voilà. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Effectivement, on a bien beau contribuer à des fonds sur les pertes et préjudices, à mettre des millions, des milliards en adaptation. Il va falloir juste continuer à s'adapter davantage, donc demander plus de millions si on continue à empirer les changements climatiques. Donc, effectivement, il y a ici une dissonance là, entre les deux façons de faire. Donc, merci également de donner des exemples régionaux de vos projets. C'est super pertinent. Je pense que tout le monde ici là, en apprend beaucoup, et moi le premier. Donc, merci beaucoup pour vos beaux témoignages. Sur ce, on a parlé de justice environnementale, des impacts des changements climatiques. On a parlé aussi de vos projets à l'échelle internationale, ici au Canada également. Et là, prenons un moment pour discuter tous ensemble en guise de conclusion. Échangeons pendant 20 minutes sur, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est? On s'en va où? Qu'est-ce qui se passe? COP28, on en est où? C'est quoi les pistes de solutions? Et donc, je lance la question, puis on s'en parle ensemble. Là, on a parlé de plusieurs problèmes que tu as me répéter, et là, on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problématiques-là. Donc, est-ce que vous auriez des solutions concrètes que vous aimeriez partager pour diminuer cet important écart ou des observations que vous aimeriez communiquer tout simplement? Oui, Patricia. Ben, je vais juste rebondir un peu sur ce que mes collègues ont dit au travers de ça. Puis pour ça, je vais sortir un petit peu d'en dessous de mon chapeau ACME strictement SNSU. Mais par exemple, je veux dire aussi que mon père est né en Haïti, fait que je connais bien l'histoire puis la politique, l'économie. Certains diront la non-politique, l'économie haïtienne. Mais ce qui est structurant aussi dans les programmes internationaux, des fois, je regardais que moi, je suis allée une seule fois en Haïti et c'était un moment de basculement. Il y en a eu beaucoup. Mais où est-ce que, par exemple, le riz local était de moins en moins produit. Et en fait, depuis, Haïti est pas mal dépendant du programme alimentaire mondial. Or, ce programme alimentaire mondial-là, on en a besoin, mais il est largement soutenu par
évidemment un système qui est structuré par un système qui est capitaliste. Donc, par exemple, il y a des fondations américaines qui sont là-dedans. Puis moi, je remarque que c'est seulement récemment, en fait, cette année, qu'il y a dans des communications, en fait, on affirme que le PAM va recourir de plus en plus à de l'agriculture locale, alors que depuis 20-25 ans, en fait, il n'y avait plus de riz en Haïti, alors que c'est quelque chose qui peut contribuer à la résilience environnementale et des communautés, sans compter l'économie, puis la structuration des populations au niveau politique et communautaire. Mais donc, tu sais, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on en arrive finalement là, mais c'est quelque chose, dans le fond, qu'on aurait pu faire de longtemps. Ça, c'est sans compter le fait que quand le PAM soutient et structure, donc, en Haïti même, des programmes d'agronomie puis d'agriculture locale, ben on est en train de réduire les GES aussi parce que le PAM y arrive par des avions, par des camions. Alors, ça donnerait, puis tout ça, ça use des infrastructures qui ne sont même pas existantes en assez bon état. Alors, il y a toute une autre conception, je pense, de la coopération internationale qu'il faut faire avec une perspective environnementaliste aussi, en me disant, puis c'est pour ça que j'étais contente que tu soulignes ça, Geneviève, c'est qu'on parle beaucoup d'adaptation, mais des fois, moi, j'ai un petit peu peur que ça devienne un mot valise pour certains gouvernements, pour comme se résigner à des changements climatiques qui se produisent, alors qu'il faut à la fois s'adapter et lutter contre les changements climatiques. Puis évidemment, c'est un objectif qui n'a pas d'horizon, puis c'est pour ça que ça reste abstrait, qu'il n'y a pas d'horizon visible pour nous des fois, mais néanmoins, sur le chemin, on peut voir des résultats concrets. Moi, quand je regarde la situation actuelle en Haïti, c'est comme le summum de toute cette désorganisation-là environnementale, politique, économique, déstructurant les populations, puis où est-ce qu'évidemment, ben, à la fin, il y a un chaos qui s'installe. Mais on oublie, puis en fait, on admire souvent la résilience des Haïtiens, mais ça passe par le fait que les organisations internationales dont on a besoin arrivent à structurer puis à soutenir les organisations locales afin qu'elles puissent faire des initiatives environnementales, agriculturelles et puissantes, en fait, et dans le temps. Fait que ça, c'était en sortant de mon chapeau ACME, mais en même temps, quand ici, avec mon chapeau ACME, par exemple, on fait des plaidoyers pour un meilleur aménagement du territoire, quand on voit, par exemple, les initiatives d'agriculture urbaine, ce sont des choses qui peuvent inspirer justement ces pays-là qui nous regardent et avec lesquels on peut collaborer aussi. Merci beaucoup, Patricia. Moi, je reviendrai juste en guise de pont là, entre les différentes observations ou commentaires. Tu sais. On parle dans ce moment des programmes en Haïti, des problématiques qu'on voit dans les dernières années, mais je reviens toujours à ce que Naolo nous disait au départ. Tu sais, ça vient de tellement loin. Des fois, je trouve que cette perspective historique-là, cette perspective d'antécédents historiques, on les oublie. Et je pense qu'il faut y revenir pour comprendre. On a beaucoup cette tendance, je trouve, dans les enjeux du changement climatique, de juger. On est beaucoup dans le jugement, dans qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ben, c'est un peu comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, Naolo, tu sais, que on met de l'avant cette réalité-là comme si ben, ça a toujours été comme ça, puis c'est normal, alors que c'est pas ça. Il y a des raisons, il y a des causes à effet. Il faut les comprendre pour, si on les comprend pas ou on les connaît pas, ben, d'emblée, ça amène des difficultés pour des solutions et aussi pour le côté social, le relationnel. Donc, je pense que c'est super important de comprendre où on est, mais pourquoi on est dans cette situation actuelle. Puis je reviendrai peut-être à ma question d'emblée sur c'est quoi les solutions concrètes pour pouvoir diminuer cet écart. Puis je pense qu'un des enjeux qu'on a quand on parle d'adaptation et de mitigation, de diminution là, des gaz à effet de serre pour lutter là, contre les changements climatiques, on devrait, puis là je parle à travers mon chapeau personnel, j'ai comme l'impression que au lieu de tout le temps parler d'un et de l'autre, ça devrait être
un seul ensemble, tu sais, au lieu de se dire, ben, on va contribuer tant de millions en adaptation, quitte à ce qu'on n'ait pas besoin de réduire parce qu'on aura contribué dans ce... Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme un peu ce manque de connexion, puis ça amène aussi un discours politique où on voit des partis qui s'obstinent sur l'un est plus important que l'autre, alors que si tout ça était sous un seul chapeau, je pense que ça amènerait l'ambition vers le haut et non vers le bas. Alors, je me permets cette petite observation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait enchérir sur des solutions, des observations. Non, là, je vois En ton fait, micro est en ouvert. fait, ouais, vas-y, Anna Wallo. Je voulais juste dire que moi, souvent quand j'interviens, j'aime ça raconter des histoires, donner des images et tout, parce que je suis un peu, c'est un peu ma spécialisation, la communication environnementale. Moi, ce que je dirais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand on parle de monoculture, c'est un phénomène de comment on a transformé la terre, mais c'est aussi un phénomène de comment on a transformé les communautés et la culture elle-même. Donc, ce dont tu parles, quand tu dis pourquoi est-ce qu'on pense en silo comme ça, ben, c'est parce qu'on pense en monoculture. Ça fait tellement longtemps que notre société a été basée sur le modèle de la monoculture qu'on ne réalise pas à quel point c'est impliqué dans tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait. On est toujours en train de séparer les choses, faire des catégorisations, alors qu'en réalité, dans la vie, tout se passe en même temps. Donc moi, pour moi, la solution principale, c'est un peu devenu un peu comme un mot que les gens disent trop souvent. Donc, il faut que je trouve un nouveau mot pour ça. Mais pour moi, c'est la décolonisation. Et quand on parle de décolonisation, je vois deux côtés de la décolonisation. Il y a les processus qui se passent dans le sud et il y a les processus qui se passent dans le nord. Les deux doivent arriver en même temps. Et il doit y avoir une collaboration et une solidarité entre les deux, les gens qui sont dans le nord et les gens qui sont dans le sud. Si vous ne portez pas attention actuellement, il y a quelque chose qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest. Ça se passe actuellement en Afrique de l'Ouest et on ne sait pas si ça va vraiment être ce que ça a l'air d'être, mais il y a toutes sortes de changements de mentalité et les gens ont vraiment un appétit en Afrique de l'Ouest pour la libération. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pourquoi est-ce que la plupart des gens, moi je parle souvent de ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait que la colonisation est encore actuelle. On pense à ça comme si c'était par le passé. Les exemples que Patricia a décrits, moi je les ai vus. J'étais au Sénégal dans un petit village qui s'appelle Mbour. C'est un village de pêcheurs. Et à Mbour, quand ils pêchent, le même jour en 24 heures, les meilleurs poissons sont arrivés à Paris. Ils ont tout un système de tri qui fait que les meilleurs poissons arrivent à Paris en 24 heures et les poissons qui restent sur le marché local, ce sont les pires poissons. Et ça, c'est vrai de la plupart des produits alimentaires en Afrique. Et là, je parle de l'Afrique, mais je suis sûr que l'Amérique latine, c'est pareil. Je suis sûr que l'Asie, il doit y avoir des éléments aussi. Donc, on a un système colonial qui est encore en place. Mais moi, je me rappelle, il y a quoi, 2 semaines, j'étais à Montréal et j'étais dans un taxi et j'ai entendu quelqu'un à la radio qui parlait, je pense que c'était un Français, qui parlait du fait que quand on parle de France-Afrique, c'est pas réel, que la France a seulement 2% de ses exportations qui vont vers l'Afrique. C'est pas... Et donc, c'est là où je dis, il y a la décolonisation dans le Nord qui doit se faire aussi. C'est que du point de vue du Nord, on doit arrêter de répandre ces faussetés de sorte que les gens continuent à penser comme ça. Parce que c'est pas parce que la France exporte seulement 2% de ses produits en Afrique que la colonisation n'est pas encore là. C'est pas ça la logique. Les Africains exportent la plupart de leurs produits en Europe. C'est ça la logique. C'est là où elle est la colonisation. Et donc, c'est important qu'on comprenne ça et qu'on arrête de répandre les mensonges qu'on répand. Et ça fait partie du système. Donc, moi, du point de vue du Nord, je pense que c'est ça qui doit arriver. On doit arrêter on doit s'éduquer au niveau du Nord de sorte qu'on sache c'est quoi le vrai du faux. Et au niveau du Sud, qu'on apporte le soutien à la libéralisation. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, en fait, c'est que la corruption en Afrique, c'est colonial. C'est pas, souvent, on pense à la corruption en Afrique et on accuse les Africains de. Il faut comprendre que ça fait partie du système colonial et ça a toujours fait partie du système colonial dès les premiers jours de la colonisation, d'avoir des gens qui sont en place, qui sont soudoyés et qui s'assurent que les populations ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir. Donc, ces gens-là, on doit les enlever aussi
Donc, c'est-à-dire c'est des Africains eux-mêmes, c'est pas des Européens. Il doit y avoir une révolution pour les enlever aussi. Il doit y avoir une décolonisation dans le nord et une décolonisation dans le sud. Et il doit y avoir des communautés qui ont le choix. Et j'ai vraiment aimé Laura quand tu as parlé des droits fonciers, parce que c'est le droit à la terre. Et même ici au Canada, on le voit. Les communautés noires, combien de communautés ici ont droit à la terre? Combien ont accès à leur terre? Combien peuvent décider de quoi faire avec leur terre? Et donc, en tout cas, c'était le point que je voulais faire. Je pense que c'est vraiment extrêmement important qu'on focus sur la décolonisation. Et peut-être le dernier point que je veux faire, un objectif concret, ça serait d'en faire un objectif des développements durables, d'avoir des leaders politiques qui peuvent permettre ce genre de décolonisation-là. Et aujourd'hui, sans des leaders politiques qui nous permettent ça, on va pas pouvoir aller. Merci beaucoup, Naolo. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions, sinon je peux peut-être passer à ma deuxième petite question que j'ai pour vous, comme le temps file. Ah, oui, là. Laura? Oui. Oui, ben, je pense que la lutte contre les changements climatiques, ça doit passer par une transformation de notre système économique mondial, là. C'est peut-être, c'est un vaste programme, mais l'un va pas sans l'autre. C'est que les changements climatiques sont une conséquence du capitalisme et de la colonisation et de différents processus qui se sont développés à travers le temps. Et si on continue à fonctionner dans le monde dans lequel on fonctionne en ce moment, où tu as des multinationales qui ont plus de pouvoir que les États, où on encourage la monoproduction, la monoculture. Je ne sais pas comment, dans ce système économique-là, on peut vraiment adresser ou répondre à la problématique des changements climatiques. Il faut qu'il y ait une transformation qui soit solidaire et décoloniale du système économique. Et il faut penser aussi en termes de justice de genre. Donc, il ne faut pas oublier d'inclure tout le monde dans ce processus-là. Donc, autant bon, tous les genres. Et voilà, le but étant de réduire les inégalités. Donc, toute forme d'inégalité dans une société mondiale plus égale, on va avoir moins de changements climatiques. Allez, bonne chance tous. On va y arriver. On a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. Patricia? Ben, en fait, en même temps, cette espèce de révolution à laquelle on pense toujours là, dans notre travail quotidien, chacun, ben, des fois, je regarde, par exemple, les avancées, des fois, les stagnations aussi, mais quand on parle d'économie locale, d'agriculture locale, je regarde une des choses les plus absurdes qu'on puisse voir, par exemple, au Québec, c'est que, on a toute une industrie saisonnière en Gaspésie de la pêche qui exporte à peu près 80-85 de sa production en Asie, alors que on voit dans les cahiers plaisir, les magazines ici, des curiosités comme les couteaux, alors que ça fait partie de notre patrimoine, en fait, puis c'est très méconnu. Alors, imaginez un autre système auquel on pourrait peut-être arriver ou revenir, où est-ce que, par exemple, les produits de la mer en Gaspésie seraient consommés de manière plus locale ici. Il pourrait en rester une part pour l'exportation. Mais autrement, ce que ça fait, c'est que la plupart des gens mangent encore des crevettes qui viennent de cultures non durables au Vietnam notamment. Puis c'est pas pour leur mettre la faute dessus, ça vient justement des monocultures, mais la mise en valeur, je pense, des populations locales, de leur patrimoine culturel, puis de leur agriculture, mais ça, c'est déjà une porte vers une meilleure conscience puis une meilleure volonté de préserver l'environnement. Tout comme, par exemple, les inquiétudes pour la santé, c'est souvent une porte d'entrée pour les gens pour se préoccuper davantage puis s'intéresser à l'environnement. Excuse-moi, Charles, je sais que tu veux procéder, mais je voulais juste continuer Allons-y. là-dessus parce que ce que je trouve intéressant entre ce que Patricia, par exemple, et Naolo ont dit, c'est les similarités entre les populations de pêcheurs de M'bour et les populations de pêcheurs en Gaspésie. Fait que, je pense qu'un point qui est important, c'est cette notion-là de solidarité en termes d'inégalité puis pour faire changer les inégalités. Si on veut vraiment pouvoir faire
cette révolution-là pour changer vers une transition économique différente, on n'aura pas le choix de trouver des ponts pour travailler ensemble parce que les pêcheurs de la Gaspésie puis les populations pêcheuses de Hambourg ont des enjeux communs en termes de lutte au changement climatique puis de nécessité de transformer un système. Donc, moi, je pense que le rôle de la coopération internationale, c'est beaucoup de faire ce pont-là entre les différentes communautés qui sont affectées différemment. Puis chez nous, à Montréal, par exemple, les déserts alimentaires, là, il y en a, puis on en trouve, puis où des populations pauvres, là, moi, je ne connais pas ça assez, mais n'ont pas accès à une alimentation saine qui soit locale puis qui soit accessible. Ou tu te nourris au dépanneur ou bien au Dollarama, ben c'est pas. Il y a quelque chose en termes de santé publique qui est inquiétant. Puis on peut faire un lien avec des enjeux dans d'autres populations qui sont confrontées aux mêmes enjeux. Fait que je pense que c'est là le plus important pour nous, c'est d'arriver bon, c'est un terme populaire au Québec en ce moment, à faire un front commun, je voulais dire, sur comment on peut inverser un rapport de force pour instaurer un changement. Si je peux me permettre un peu une lueur là, d'espoir ou de voir un peu le positif, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis à la Fondation et donc que je travaille dans le milieu environnemental, puis je vous dirais que en si peu de temps, j'en apprends tellement. Tu sais, je pense que avec les différents programmes de coopération internationale, juste d'avoir cet espace pour échanger avec la technologie qu'on a, tu sais, je pense qu'il y a quand même un meilleur partage de connaissances, une meilleure collaboration, bref. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin en peu de temps. Là, on est rendu où, bon, on n'a plus le droit de se dire, bon, on le sait pas. On est tous plus interreliés, donc on le sait, on se mobilise davantage. Donc, tu sais, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même place là du positif dans les dernières années par rapport à cette collaboration-là, à cette prise de connaissance-là, et de se dire, il y a 40 ans qu'on aurait pu faire un parallèle entre la situation en Gaspésie et au Sénégal. Ben, je le vois moins, là, tu sais. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu cet espace, puis cet esprit de collaboration et de détermination à l'international qu'on doit voir d'un bon œil, si je peux me permettre un petit élément de, de, de- d'espoir et de lueur. Il est 4h15. Avant de passer aux questions de la salle, on est quand même, on a tenu ce panel-là dans le contexte de la COP. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on a quand même parlé d'enjeux qui sont traités pendant la COP, qui sont traités à l'année longue, mais on va peut-être conclure avec la COP 28. Bon, j'allais vous poser la question, comment la COP28 peut aider à régler ces enjeux-là? On pourrait en parler pendant des heures. Donc, comme le temps file, je vous proposerais peut-être d'avoir à tour de rôle, c'est quoi vos attentes vis-à-vis de la COP28? Vos attentes puis vos désirs par rapport à ce qui se négocie en ce moment à Dubaï. Si ça vous va, je procéderai. Je sais pas si quelqu'un veut briser la glace. Je peux bien y aller. Moi, je sais que le 3 décembre, il va y avoir une journée consacrée à la santé. Mais certainement, c'est une bonne nouvelle, enfin. Mais ce que je souhaiterais, bien, en fait, c'est que la santé elle devienne de plus en plus incontournable dans les différentes décisions puis politiques publiques, puis que ce soit une lunette qui soit de plus en plus articulée à l'environnement et à l'économie et au reste parce que souvent, c'est pas pour rien. C'est le poste le poste budgétaire le plus important des nations, mais c'est souvent aussi le plus sensible puis le plus important pour les populations, mais souvent, on a l'impression que des gouvernements vont nous dire, mais ça prend tellement d'argent à guérir, mais certainement que par l'implication en environnement, puis dans tout ce dont on a parlé, il y a là des façons de dégager de l'argent pour plus de prévention, plus d'environnement et moins de curatifs parce qu'on aurait été travaillé en amont. Alors, c'est pour ça que je me réjouis de cette première journée-là, mais j'espère que ça soit quelque chose qui se dissémine à travers la COP. Puis déjà, la COP 15 l'année dernière, qui s'est tenue à Montréal sur la biodiversité, c'était certainement une autre façon de parler plus de santé. Fait que moi, c'est mon souhait, puis c'est sûr que je vais regarder ça au travers de cette COP. Et après. Merci beaucoup, Patricia. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut se lancer. Oui, Geneviève. Moi, je peux aller. De façon institutionnelle, là, SUCO va être présent à la COP, fait qu'on a déjà des messages quand même assez
clés là, en termes de plaidoyer qu'on veut porter sur, entre autres, bon, ben, on a parlé de la transformation des systèmes alimentaires pour aller vers des systèmes alimentaires viables, territorialisés, avec l'agroécologie, là, idéalement, donc pas l'utilisation d'intrants, une petite production à petite échelle, l'utilisation bon, de l'agriculture urbaine et tout, évidemment. On plaide aussi beaucoup pour une meilleure participation des femmes dans les processus décisionnels en tout ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, ce qui finit par inclure toute la question environnementale aussi, puis une participation, pas juste une participation réelle et effective, là, donc à la prise de parole, à la prise de décision, qui soit partie prenante des instances décisionnelles. Puis ça veut dire modifier ces instances décisionnelles-là pour, comme Laura le disait, s'adapter au contexte local. Comment, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes comment modifier ces instances-là pour qu'elles soient présentes dans ces participations-là. Un autre point que nous, on porte beaucoup, ben, c'est justement en lien avec la COP 15, mais adapter la résilience au changement climatique, ça passe, on pense, nécessairement par une vision un peu plus holistique sur le lien entre la biodiversité, puis pour une meilleure résilience au changement climatique, on a parlé de la qualité des sols en termes de rétention d'eau, bon, pour aussi lutter contre la salinisation, donc tous ces aspects-là, mais comment on peut améliorer cette vision-là? On revient à l'idée d'une vision qui est un peu plus écosystémique, puis pas faire, on parle de la biodiversité d'un côté, de la lutte au changement climatique d'un côté, fait que comment avoir une vision un peu plus holistique, ça c'est des messages qu'on porte. Puis, à titre d'espoir, parce que moi je suis d'accord avec toi, Charles, je pense qu'il y a quand même lieu d'avoir beaucoup d'espoir. Puis c'est justement cette présence-là de la société civile, le fait qu'on ça parle, ça prend de la place. On ne laisse pas la place partout au lobby du pétrole, par exemple. On veut prendre notre espace. Il y a des discussions sur la décolonisation, sur l'intersectionnalité. Fait que ça donne de l'espoir, en effet. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que c'est pas mal le tour? Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Sinon, on pourrait passer aux questions de la salle. Est-ce que ça vous va? Si on se lance avec les questions. Oh, Naolo. OK. Moi, je ne suis pas vraiment actif au niveau de la COP 28. On a été actif au niveau de l'année passée, la COP 27, la COP 26, et c'est possible qu'on va être actif l'année prochaine. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que la COP, mon expérience d'avoir été à la COP, quand je suis revenu de la première COP, une des premières conclusions que j'avais, c'était que les gouvernements, quoi qu'on dise, quoi qu'on espère, ne sont pas dans la bonne position pour pouvoir changer le système. Ils ont trop d'intérêts dans les intérêts économiques. On a besoin d'une société civile qui se met ensemble, qui se mobilise et qui crée assez de rapports de force et d'influence pour pouvoir pousser les gouvernements. Parce qu'après, les gouvernements, après, c'est nos gouvernements, c'est les gouvernements du peuple. Donc, c'est vraiment important qu'on se rappelle de ça. On parle souvent des gouvernements et on dit, ah oui, mais les gouvernements, c'est nous. Donc, en fait, si on a des gouvernements qui ne sont pas capables de changer ces choses-là, ça veut dire qu'à notre propre niveau, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas assez engagé, ça veut dire qu'on ne centre pas ces questions assez, et c'est la réalité. Combien de peuples aujourd'hui votent pour leur leader, le premier ministre ou président sur la base des enjeux environnementaux? La question principale, c'est quoi? L'immigration, le racisme, blablabla, ça fait 20 ans qu'on est dans une sorte de disque qui se répète depuis le 11 septembre, où c'est tout le temps la peur de l'autre qui est le thème principal de comment est-ce qu'on choisit nos leaders. Mais c'est important qu'on. Donc, si l'engagement par rapport à l'enjeu environnemental et au changement climatique n'est pas notre première préoccupation, comment on choisit nos leaders, c'est un problème. Et donc, pour moi, je pense que, comme je l'ai dit avant, centrer, avoir des leaders politiques qui sont alignés avec l'agenda qu'on veut avoir, c'est extrêmement important. Et donc, quelles sont toutes les stratégies qu'on doit avoir en place pour nous assurer qu'on arrête de mettre... Là, au Canada, aux États-Unis, on sait déjà que ça va être conservateur. Donc, on est à 2 ans des élections. Et à quoi, bon, pourquoi on va avoir des gouvernements conservateurs au moment où on a besoin de plus de gens de passer à autre chose?
Donc, pour moi, je pense que on peut pas faire tout ce travail-là sans regarder l'aspect politique de ça et comment est-ce que ces groupes anti-environnementaux sont capables de maintenir leur pouvoir, leur contrôle sur les pouvoirs décisionnels. C'est un gros problème. Allez voter, tout le monde. Allez voter. Continuons de faire aussi notre travail qu'on fait de mobilisation citoyenne puis d'éduquer les gens. Je pense que on fait partie de la solution. Donc, continuons aussi ce qu'on fait, Laura. Oui, alors, un instant, je voudrais pas me tromper dans nos... Vous m'entendez, hein? Mon micro est allumé. Oui. Oui, OK. Donc, il faut que les processus de la COP soient vraiment inclusifs et que les femmes, pas juste les femmes, mais tout le monde, puisse participer pleinement aux échanges. Donc, ça, c'est une des attentes qu'on a pour la COP 28. Il y a aussi au niveau du mécanisme sur les pertes et dommages, il faut que ce soit un mécanisme qui soit juste et redevable. Donc, il faut qu'il y ait un vrai engagement. Puis finalement, ben, il faut que les pays riches remplissent leurs obligations là, et leurs engagements pour 2023 et pour les années à venir. Donc, voilà. Merci beaucoup. On se croise les doigts. Donc, passons maintenant. On a eu des questions des gens qui nous ont écoutés. Donc, on en a une qui provient de Irving Montorier. Alors, je vous la lis. Est-ce qu'il y a des exemples qui existent au niveau des différents systèmes de santé mondiaux qui sont plus en phase ou en adéquation avec les défis liés au changement climatique? Patricia. Ben, on pourrait dire que oui, puis étonnamment, ben, c'est un autre pays riche, en fait, c'est le Royaume-Uni, parce que le NHS, comme on le dit familièrement, en fait, c'est le National Health Service, il s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Juste à noter que l'ACMA, on a aussi piloté une pétition en ce sens-là. Mais les enjeux de carboneutralité dans le système de santé, puis dans notre système politique qui fonctionne beaucoup par silo, c'est tout en apprentissage. Mais eux, ce qui a vraiment de inspirant, c'est qu'ils ont l'ambition de réduire de 80 leur empreinte environnementale. C'est quelque chose qui a été adopté en 2008, puis ça fournit un cadre général donc pour les politiques climatiques du pays. Puis je peux vous dire que c'est un une puissante inspiration à l'ACME, tant québécoise que canadienne. Et je pourrais vous mettre dans le chat un article que la présidente de l'ACME avait écrit avec la présidente de l'ACME canadienne aussi, avant que mon poste soit créé, qui va vous parler justement de cette plus en détail, là, mais sachez justement que le Royaume-Uni, c'est quelque chose aussi qui informe beaucoup de ce qui est amené dans la communauté de pratique que j'anime avec les médecins, parce qu'ils ont vraiment cet élan-là, puis cette volonté ancrée. Puis probablement, en fait, on sait qu'ils sont beaucoup plus avancés dans ce qui est de l'ouverture, puis plus que l'ouverture, là, mais des gestionnaires de la santé qui sont prêts à implanter des choses comme, par exemple, ici, les médecins sont très attachés à, par exemple, réduire l'usage des gants. Ça ne paraît pas, mais l'approvisionnement puis la gestion des gants, alors que les gants ont évidemment été très utilisés pendant la pandémie, ben, là, cet automne, on a lancé une campagne qui s'appelle Les gants pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des gestes pour lesquels c'est approprié, mais il y en a plein d'autres qu'on a comme pris l'habitude de l'utiliser puis on n'en a pas besoin. Ou bien les inhalateurs HFA, ce sont les pompes à asthme. On essaye de convaincre le gouvernement canadien, comme en Europe, qui sont déjà plus avancés puis en train de parler avec des fournisseurs, mais de faire en sorte que le gaz propulseur du médicament pour l'asthme soit changé pour un gaz qui est moins destructeur pour l'environnement. Mais c'est un processus très long, si vous saviez. Quand on change de ministre, ça ralentit, on recommence. Et c'est surtout très difficile de faire travailler les ministères qui sont énormes ensemble. Mais au moins, on a cette inspiration-là du Royaume-Uni qui est en avant de nous pour ça. Donc, on marche dans leur pas. Merci beaucoup, Patricia. Si j'ai pas d'autres commentaires, je passerai à l'autre question. On a une question de Brenda Green. Alors, pensez-vous qu'il y a des projets pour outiller les populations en autonomie alimentaire grâce à la préservation de la santé des sols et de diversité des cultures seraient viables pour contribuer à une paix sociale? Je peux vous la relire ici. S'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer.
J'ai malheureusement pas la réponse à la question. Mais moi, j'ai l'impression que oui, parce que justement, c'est sortir des grands cercles de discussion. Je suis pas mal sûre que Naolo va aller dans la suite de ça, mais c'est certain que quand les gens peuvent produire, contribuer à produire, à choisir leur production aussi, ça fait en sorte on part de ce système capitaliste qui est souvent abstrait puis éloigné des populations locales. Alors, ce que j'aurais à dire pour le moment. Ouais, puis je pense qu'on en a parlé aussi tantôt avec les exemples là, de différentes communautés qui vivent justement des problèmes en lien avec que ce soit le riz ou bref, on en a parlé tout au long de l'exposé, mais je laisserai mes collègues compléter. Laura? Mais je dirais que oui, ça fait partie de la solution, mais aussi il faut que les États et les gouvernements puissent avoir une forme de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire prendre des décisions qui permettent de nourrir leur population. Donc, oui, travailler à l'échelle locale avec les communautés, mais aussi au niveau des gouvernements. Oui, J'aimerais juste rajouter. Oh, allez-y. allez-y. Vas-y, Alors, Laura. Non, vas-y, allez-y. Naolo. Ok, moi je voulais Ben, juste rajouter un élément là, juste sur le fait, l'idée de la division sociale. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention il faut toujours se rappeler que la division sociale, elle arrive à cause du manque de ressources. C'est pas juste à cause de la diversité. En Afrique, il y a toujours eu la diversité, hein. Les gens, ils ont tout le temps été différents et ça n'a jamais été vraiment le problème. On a eu toutes sortes de systèmes. Par exemple, on a dans nos cultures un système qu'on appelle les alliances ethniques. Et ça existe entre les ethnies pour faire pour favoriser la paix entre même à l'intérieur de ta propre communauté, c'est l'étranger qui vient pour créer la paix. Donc, on avait toutes sortes de systèmes. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est plutôt le manque de ressources. Et donc, lorsqu'on crée, si vous avez de la nourriture pour 20 personnes et vous avez 100 personnes, c'est sûr que ça crée un problème. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les dieux sont tombés sur la tête. C'est un vieux film. Voilà, c'est un peu l'image de ça. C'est ça. La bouteille de coca qui arrive et c'est la seule bouteille et tout le monde se bat. Donc, c'est sûr que non, je pense que c'est important on ne diabolise pas les différences parce que nous, les différences en Afrique, elles sont importantes et elles sont belles. Je pense qu'il y avait un autre élément que je voulais donner, c'est que donner l'exemple du Sénégal. Je vous ai parlé du Sénégal avec un bourg, mais je vais donner un autre exemple, c'est le riz au Sénégal. Le riz au Sénégal, et c'est vrai de plusieurs pays en Afrique, la plupart des Sénégalais, ils préfèrent le riz chinois. Pourtant, ils sont capables de produire le riz local. Donc, les barrières à la consommation locale ne sont pas juste structurantes, c'est aussi même au niveau des attitudes des gens, parce que les gens ont grandi dans un système qui leur a dit que le riz chinois est mieux que le riz local. Mais le problème, c'est que le riz chinois, le temps qu'il arrive au Sénégal, il perd toute sa valeur. Il perd toute sa valeur nutritive. Et donc, quand tu manges ce riz-là, ça favorise aussi ce qu'on appelle le scorbut, je pense, le manque de vitamine C, parce que le riz perd sa valeur nutritionnelle. Mais tout ça, les gens, ils mangent ce riz-là parce qu'ils pensent que c'est mieux. Et donc, quand on parle de décolonisation, c'est de ça qu'on parle. C'est aussi d'aller dans les communautés et de faire qu'ils arrêtent de penser de la façon comment la colonisation les a fait penser. Donc, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Et voilà, je voulais juste donner cet exemple-là. Allez-y. merci. Non, c'est stimulant cette discussion-là. Je voudrais faire du pouce sur ce qui a été dit parce que même dans une perspective historique, puis vous me corrigerez, Naolo, Laura, mais je pense que même le riz, entre autres, au Sénégal, est arrivé avec la colonisation. Si on pense au mil, au sorgho, au fonio, qui sont la base alimentaire qui était utilisée avant, puis plus couramment utilisée, puis qui maintenant est, bon, je pense que ça dépend de certains pays, mais qui est de moins en moins présent dans une alimentation quotidienne, alors que pourtant, en termes de pratiques culturelles, en termes d'apport nutritif, en termes de, pas juste, tu sais, d'adaptation du corps à la diète, c'est important. Tu sais, moi, à chaque fois que je vais en Afrique de l'Ouest, la présence des baguettes m'étonne toujours. Tu sais, bon, même chose au Vietnam. Donc, donc, oui, c'est une production locale. Puis je pense que l'agroécologie, puis une transition des systèmes alimentaires vers une production locale qui est destinée à des populations locales, mais qui est aussi, je trouve, ancrée dans des pratiques. Puis c'est là qu'il faut avoir
dans ce que les populations mangent maintenant, mais aussi pourquoi ces populations mangent ça maintenant. Tu sais, on peut penser, par exemple, au lait. Au lait. Maintenant, ce qu'ils ont surtout, là, c'est du lait au Sénégal, entre autres. Là, on a quelqu'un qui travaille en nutrition. C'est du lait qui n'est même pas sur les marchés en Europe parce que ça ne correspond pas aux normes, surtout le lait en poudre, là, ça ne correspond pas aux normes de santé publique. Donc, tu sais, il y a tout en termes d'alimentation, en lien avec l'environnement, mais en lien avec la santé, puis en lien avec la culture des gens. C'est vraiment important. Fait que tout faire ce lien-là. Fait que oui, euh, tu sais, le rôle de l'alimentation locale, c'est pas juste nourrir une population, mais c'est développer un territoire, c'est développer une économie, puis c'est reprendre racine avec une culture de qui on est. Je pense que ça fait partie de cette perspective-là. Merci infiniment. Les 16h31, je suis désolé, Laura, c'est ce qui met fin à notre panel. Honnêtement, merci. Quelle belle conversation stimulante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette riche discussion. Donc, au nom des Dialogues pour le climat, merci d'avoir été avec nous et on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, au revoir.